La crise sanitaire a mis en avant les limites du système de production mondialisé tel qu'on le connaît. Tout cela a révélé un besoin d'engagement écologique et de transparence. Une des réponses, la production de proximité. L'Europe, garante des savoir-faire et de la tradition du luxe, revient alors sur le devant de la scène. Quelles sont les opportunités ? La production locale est-elle capable de relever ces nouveaux défis ? Quelles perspectives pour le savoir-faire européen ? Pour en parler avec nous, Laure Guilbault, correspondante à Paris pour le Vogue Business. Bonjour Camille. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'avoir avec nous aujourd'hui 3 invités qui travaillent main dans la main avec les artisans et les fabricants. Guillaume Henry, vous êtes directeur artistique de Patou. Bonjour. Bonjour. Karine Leclerc-Margraf, vous êtes responsable de la Maison du Savoir-faire. Bonjour. Bonjour. Et Rémi Batz, vous êtes cofondateur d'Uniforme aux côtés d'Hugues Fauchard. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi avec nous Camille, Voilà. Camille Charrière, qui nous apportera son point de vue à la fois de fine connaisseuse du secteur de la mode et de consommatrice. Alors Guillaume, vous chez Patou, vous fabriquez 100% Made in Europe et vous vous êtes lancé avec cette idée de transparence au niveau de la production. Concrètement, comment ça marche ? Alors 100% presque, parce qu'il y a quand même quelques petites exceptions que l'on délocalise plus loin, mais qui sont vraiment liées à un savoir-faire et à un artisanat très précis. Par exemple, Madagascar, où on va faire des broderies et du produit fini qui est très spécifique à leur savoir-faire. En Malaisie aussi pour les bijoux. Et en Bosnie-Herzégovine, où on fait de la maille, mais il y a plus une dimension sociale parce qu'on travaille avec un rassemblement de femmes qui tricotent. Et on aime bien aussi cette dimension humaine chez Patou. Mais en effet, à l'origine de notre projet, on avait cette envie de transparence. On n'est jamais irréprochable, mais de tenter le plus possible d'être au courant d'absolument toutes les étapes de notre travail jusqu'à la consommatrice. Et comment vous informez le consommateur sur toutes ces étapes ? Alors, on a pensé des systèmes qui tendent à se démocratiser, ce qui est pas mal. Par exemple, on a à l'intérieur de nos vêtements des QR codes. Alors, moi, je suis pas du tout un expert en digital, hein, mais c'était une façon d'être... Parfait. Mais c'était une façon d'informer le consommateur en scannant ce QR code qui est à l'intérieur du vêtement, et ça vous donne tout l'historique de la fabrication, et vous pouvez même aller jusqu'à l'interview du ou de l'artisan qui travaille le vêtement dans son entreprise. Rémi, vous, la production de proximité, c'est aussi une priorité. Vous vous êtes lancé en 2017 avec ce concept basé sur le Made in France et Made in Italy. Est-ce que vous pensez que c'est une raison de vous choisir ? Alors, le Made in France, en tout cas, la proximité, c'était un prérequis pour nous à lancer une nouvelle marque. On ne l'aurait pas fait autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un argument pour venir chez nous ? Je pense. Je pense parce qu'on a, en tout cas, on essaie de s'adresser à un nouveau client peut-être proche de notre génération qui va, en plus du prix, va regarder effectivement comment sont faits les vêtements, par qui, et qui attend, j'imagine, aussi une espèce d'irréprochabilité sur le social également. Ça rejoint ce que dit Guillaume sur connaître l'artisan derrière. Absolument. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a aussi choisi cette proximité-là parce qu'on avait envie de pouvoir mettre un visage sur les gens qui font nos vêtements. Et aujourd'hui, je sais précisément qui monte nos pantalons, qui monte nos chemises. Je connais les gens presque personnellement, finalement. Et c'est quelque chose que le Made in France, ou en tout cas que la production locale permet aujourd'hui. Mais est-ce que le Made in est vraiment primordial pour le consommateur ? Est-ce que finalement le critère numéro 1, c'est pas le style ? La mode, c'est le désir quand même. La mode, c'est le désir. Donc, moi, je vais prendre une analogie. C'est un peu comme quand on parlait des premiers restaurants biologiques il y a quelques années. Dans l'assiette, c'était pas ragoûtant. Aujourd'hui, on peut être sexy et biologique. Oui. C'est pas incompatible, c'est pas qu'une jupe en feuille de banane toute raide. Disons que c'est très important aujourd'hui de conscientiser, je ne sais pas si j'invente un mot, mais la mode reste un désir et une envie. Je pense qu'en fait, dans cette désirabilité, justement, de plus en plus, les consommateurs sont en recherche de savoir ce qu'il y a derrière, et que cette recherche de sens sur où c'est fabriqué, dans quelles conditions, ça contribue également à accroître la désirabilité de l'accessoire ou du vêtement. Donc c'est un ensemble. D'accord. On ne sacrifie pas le style, au contraire. Non, je crois que c'est effectivement ce que Guillaume disait, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire local, sexy, glamour, collaboratif. Je suis complètement d'accord, je crois que l'un ne va pas sans l'autre.
On peut tout à fait faire des choses locales très désirables. Oui. Et je vous rejoins, je pense qu'effectivement, c'est plus qu'une question de style, je crois. D'accord. Ça va plus loin. Est-ce que toi, en tant que consommatrice, tu fais attention à l'étiquette Made in? On a envie de répondre oui, mais après, c'est vrai que dans les faits, quand je suis, comme ce que tu disais, un coup de cœur pour un produit ou quand je suis dans le rush, c'est vrai que je ne vais pas toujours me poser automatiquement la question. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un pli à prendre qui n'est peut-être pas encore tout à fait là, mais qui est en train de devenir. Quelle est la responsabilité du consommateur dans cette histoire? Je pense qu'en fait, là, on a une loi qui arrive bientôt sur l'économie circulaire. C'était aussi une attente des consommateurs. Donc, on ne va pas dire qu'on n'en est pas arrivé à ce que tous les consommateurs soient en recherche de consommer des produits tracés, bio ou recyclés. Mais il y avait cette montée et du coup, cette loi qui arrive en application prochainement, elle répond d'abord à un désir de consommateurs. Il y a plusieurs axes, mais les deux principaux, c'est donc l'interdiction de la destruction des invendus, qui fait réfléchir justement sur est-ce que c'est bien raisonnable de commander autant pour ensuite solder, resolder et après rester avec des pièces dont on ne sait pas quoi faire. Et le deuxième axe, donc, c'est cet affichage environnemental. Et vous faisiez tout à l'heure le parallèle avec l'alimentaire. Ça sera l'équivalent du Nutri-Score, justement, où on aura un affichage entre A et E pour voir où se situe le produit. Si je peux me permettre, je crois qu'au niveau du consommateur, ça dépend aussi beaucoup de l'information qu'on lui donne. Vous parliez tout à l'heure du bio et c'était la même chose. Finalement, c'est quelque chose qui s'est démocratisé mais qui coûtait très cher à la base. Et les gens sont très vigilants, en tout cas de plus en plus, à ce qu'ils mettent dans leur assiette parce qu'on leur a donné les bonnes informations aussi. Et je pense que c'est tout à fait valable pour la mode aujourd'hui. Par le passé, vous aviez des restaurants en gastro qui coûtaient des fortunes et puis la brasserie. Et maintenant, il y a plein d'intermédiaires hyper désirables. La mode, je pense qu'on n'aura plus de slow ou de fast. Je pense qu'il y aura une énergie commune. Et je pense qu'il restera le luxe et des choses plus accessibles. Moi, je suis très confiant et je crois que tout tend à être plus propre, en tout cas. Mais alors, comment ça se fait que les consommateurs mangent bio alors qu'ils consomment de la fast fashion? Et moi, je pense que manger bio aussi, ça a pris son temps. C'est vrai que ça n'a pas été du jour au lendemain, comme tu disais, Guillaume. Et peut-être que les gens étaient plus rapides à se mettre à ça parce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils mettaient à l'intérieur de leur corps. Mais c'est vrai que là, au niveau de la transparence, justement, ce que vous êtes en train de décrire, de savoir un peu ce qui se passe dans les usines, je pense que pendant des années, les clients ne comprenaient pas, enfin ne se posaient pas la question plutôt, de savoir pourquoi un vêtement était aussi peu cher. Et on voyait justement le Made in France ou le Made in Europe, comme on va dire maintenant, comme quelque chose de plus cher. Mais en fait, c'est un prix beaucoup plus juste. Donc c'est peut-être quelque chose qu'avec le temps, de la même manière qu'on ne veut pas mettre à l'intérieur de soi des produits qui sont néfastes, on ne veut pas non plus acheter des produits qui sont néfastes pour notre planète ou pour d'autres personnes autour de nous. Donc Est-ce que le circuit court, c'est la solution contre le gaspillage? Oui, c'est possible. C'est possible de relocaliser, mais il y a deux problématiques qui concernent effectivement des équipements, mais il y a aussi les mentalités à changer, parce que aussi bien dans les équipes des marques que des fabricants, c'est plus des réflexes qu'ils ont et il faut qu'on les accompagne pour dédramatiser la relocalisation en fait. Nous, à notre niveau, le circuit court, effectivement, c'était une des raisons pour lesquelles le Made in France a une autre faveur. C'est qu'aujourd'hui, on a une flexibilité avec nos fabricants. C'est-à-dire qu'on a la chance de ne produire que ce qu'on vend. C'est-à-dire qu'une fois que la saison est terminée, on n'a pas d'invendu, on n'a pas de stock. Donc c'est ce que je ne pourrais pas avoir si je faisais les choses au Portugal, par exemple, ou plus loin, où effectivement les fabricants demandent à avoir des quantités plus importantes. La France, effectivement, mon vêtement est plus cher, mais son bilan au final est plus léger. Donc, vous n'avez pas de stock. Et si... Ça peut arriver si vous avez du stock, par exemple chez Patou. Ouais. Je sais pas, moi, on met tellement d'amour dans nos vêtements que moi, les savoir détruits, ça me mine total. J'aurais évidemment envie d'autre chose en tant que designer, mais ce qu'on a fait hier, je l'aime toujours. Il y a des consommatrices aussi qui n'ont pas les moyens d'acheter les prix forts, qui dans 2 saisons seront très contentes d'avoir peut-être... je me fais ma petite histoire, mais suffisamment économisé pour s'acheter ce manteau qu'elle a vu. Donc nous, on ne banalise pas nos anciennes collections. Un bon caban, une bonne chemise, un bon trench, et ben vous allez le retrouver de saison en saison comme un bon dessert dans un resto, quoi. Donc c'est une solution aussi de lutter contre les invendus, c'est-à-dire les mettre à disposition plus longtemps avec ce système un peu d'archives. D'archives, exactement. Nous, c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place sur peut-être des propositions qui sont peut-être moins saisonnières, avec des gammes de couleurs peut-être plus classiques, mais qui permettront aux gens, effectivement, dans le temps,
de pouvoir bénéficier de prix moins chers et d'avoir cet accès justement à cette fabrication locale, à ce Made in France par exemple. Et est-ce que la solution, c'est pas aussi d'éduquer vraiment, sincèrement, le consommateur, la consommatrice à acheter moins? Parce que on a quand même toutes ces histoires de greenwashing, de ces marques qui se veulent écolo comme Reformation, etc., qui ne le sont pas. Everlane aussi récemment a été un peu pointé du doigt en disant voilà, vous nous aviez indiqué une transparence totale et en fait on se rend compte que c'était un peu beaucoup de marketing finalement pour pas grand-chose. Et moi je me demande si une des missions du Made in Europe justement, ou Made in France, ou des marques comme ça qui sont responsables, c'est aussi de rappeler à leurs consommateurs que le but, c'est pas d'avoir toujours envie ou besoin de nouvelles choses, c'est aussi d'y aller doucement, de n'acheter que quand on a besoin. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui... De considérer cette notion d'investissement dans des belles pièces. Ouais. Mais je pense aussi que c'est de la part des maisons aussi faire une offre, un mot que vous avez, je crois, utilisé tout à l'heure, honnête, quoi, ou juste. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 40 manteaux en hiver. C'est peut-être de faire quelques très bons manteaux, de ne pas démultiplier l'offre, pour aussi engager le consommateur ou la consommatrice aussi à être plus ciblé dans ses achats. Oui, et c'est ce qu'on voit au niveau des collections depuis le confinement, qui sont des collections qui sont plus resserrées, qui sont plus tight. On n'avait pas trop le choix. Pour ainsi dire. C'est pas si mal. Mais c'est pas si mal. Je crois que ça a du bon. Ça a du bon. Et je pense qu'il y a quelque chose de naturel qui s'est presque imposé. D'accord. Karine, quel a été l'impact de cette crise et de la pandémie sur le système de production ? Il y a eu un effet quand même de prise de conscience de pas mal de choses. On a beaucoup entendu parler des masques. On a beaucoup entendu parler des fabricants français. Et là, on était, je pense, très contents d'avoir des fabricants en France qui soient capables, ou des industriels d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu que les gens du textile, du vêtement qui se sont mobilisés. Ouais, voilà, il y a eu vraiment tous les corps de métier. Voilà. Mais on s'est tous fédérés. Et on a été jusqu'à fabriquer plusieurs dizaines de millions de masques par semaine. C'est intéressant. Et alors, est-ce que depuis, le gouvernement incite encore davantage les marques, les designers comme vous à fabriquer en France ? Est-ce que vos clients vous posent des questions sur les réseaux ou... Alors concrètement, mon Dieu, je parlais comme un senior, mais les jeunes sont hyper sensibilisés. Ouais. C'est-à-dire que la dernière fois, là on vient de s'installer dans un grand magasin parisien. Et les premiers qui sont venus nous voir, c'était une petite bande de... Voilà, ils devaient avoir une vingtaine d'années. Et très rapidement, ils nous ont demandé si on était éco, hyper sensibilisés à ça. Parce que je pense qu'ils en ont aussi ras-le-bol. C'est aussi leur avenir. C'est aussi leur avenir, c'est aussi leur planète. Et surtout, la nouvelle mécanique et dynamique, c'est eux, quoi. Bah ouais. En parlant de jeunes, je vous propose qu'on regarde une vidéo de cette jeune créatrice qui s'appelle Marie Dewey, qui a cofondé avec sa mère, qui est couturière à Calais, qui a cofondé une marque qui s'appelle Maison Cléo et qui fabrique à la commande et qui fait un buzz énorme, aux États-Unis notamment et sur Instagram. Salut, c'est Marie de la marque Maison Cléo. Du coup, nous, notre concept, c'est de récupérer des tissus de haute couture, des surplus de créateurs ayant trop produit pour leur collection, de surplus d'usines ou alors de tissus vintage qu'on récupère et on fabrique des vêtements à la commande uniquement et sur mesure puisque les clientes nous envoient leur mensuration après chaque commande avec notre site qui s'ouvre chaque mercredi à 18h30 et donc ma mère qui honore les commandes et qui les coud à Calais chez elle. Et c'est vrai que depuis le confinement, on s'est rendu compte d'une prise de conscience de la part de beaucoup de clients. J'avais beaucoup de personnes qui m'envoyaient des messages sur Instagram pour me faire part de leur volonté de changer leur façon de consommer. On a pris 4 couturières sur Calais avec ma mère pour l'aider à honorer les commandes. Et moi, de mon côté, je voulais monter une petite collection de mailles au sein de la marque. Et donc, je cherchais une tricoteuse sur machine. Et j'arrivais pas à trouver, donc je suis allée dans une association du nord de la France avec que des professionnels du textile. Et c'est vrai que quand j'ai annoncé l'objet de ma recherche d'une tricoteuse sur machine, il y a eu un blanc puisque personne dans ces contacts n'avait de tricoteuse ou tricoteur. Et donc j'ai finalement trouvé, mais c'est vrai que c'était quelque chose de très compliqué. Alors ça vous fait réagir comment ? Personnellement, je trouve ça assez formidable et je trouve que c'est une façon de s'adresser aux plus jeunes d'une façon un peu différente des codes des autres, des grandes maisons. Tout à l'heure, vous parliez de ces jeunes qui sont venus vous voir dans le magasin en disant voilà les certifications, comment c'est fait, etc. Je pense que effectivement, les plus jeunes consommateurs sont de plus en plus informés et paradoxalement,
pas vraiment paradoxalement, mais vont être de plus en plus exigeants. Et typiquement, vous parliez de cette histoire de net-à-porter, je pense que cette génération-là va demander à être effectivement irréprochable. C'est qu'un engagement, ils attendent l'engagement, mais ils attendent derrière que l'engagement soit vraiment concret. Et la moindre erreur va être fatale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis finalement. C'est soit vous êtes vertueux, mais si vous ne l'êtes pas, on ne sera plus au rendez-vous. Et puis c'est pas vain aussi. Il y a un vrai storytelling avec l'histoire d'une famille. On rentre dans une dimension qui est presque privée. Et pendant des années, on nous a raconté le côté, on va dire presque cathédrale des maisons. Et là, d'un coup, il y a un côté presque plus artisanal. C'est comme quand on voit un boulanger. Il y a un truc qui est presque du fer, qui est puissant. C'est vrai que cette recherche de sens, elle rebat les cartes en fait. Et tous les modèles qu'on connaissait, que ce soit pour les créateurs, le luxe ou autre, on a l'impression que tout est devenu possible. Et je pense que ça aura forcément un impact sur la fabrication, parce qu'aujourd'hui, la relocalisation, on l'envisage avec les modèles qu'on connaît, mais comme ces modèles sont en train de changer, il y aura des ouvertures plus faciles. Et tout ça, ça a été accéléré par cette pandémie, ce phénomène de besoin de relocalisation et d'envie de transparence. Je ne pense pas que ce soit la pandémie qui fait réagir les gens. Je pense juste que les gens ont eu du temps pour regarder les choses. Réfléchir. Vraiment, et étudier un petit peu les propositions, plus qu'une espèce de revirement de situation. Et on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. En revanche, les gens ont eu le temps de regarder, de pouvoir comparer les marques et les offres. Et sur ça, effectivement, les gens sont plus informés aujourd'hui. Je pense que le consommateur, il va effectivement tendre vers des marques comme celle qu'on a vue dans la vidéo, où il y a un engagement et il y a aussi une certaine sobriété. Oui, on ne peut pas parler du Made in France ou du local si on ne parle pas de sobriété. Forcément, ce développement-là, il ne va pas pouvoir être exponentiel comme certaines grandes maisons aujourd'hui. On va être obligé de passer par quelque chose de plus raisonnable et dans les quantités et dans le développement. Alors, pour rebondir quand même sur ce que dit Rémi, je pense que le confinement a quand même eu ça aussi avec cette prise de conscience de pénurie. Si on n'avait pas la solution sur notre territoire de fabriquer, c'est que ça... Donc, il y avait différentes opérations, notamment des campagnes nationales lancées par la filière pour justement travailler sur ces métiers. Mais là, on a vu vraiment la nécessité, justement, l'importance des couturières, des ateliers de confection. C'était aussi un peu nos sauveurs. Donc, on a vu quand même pas mal de questions arriver aussi sur des petites jeunes filles qui ont envie de se mettre à la couture. Elles ont commencé par fabriquer des masques pendant le confinement. Et puis maintenant, ça continue avec... elles font de l'upcycling et du coup, elles nous appellent aussi à la maison pour du savoir-faire, pour savoir s'il y a des écoles. Ah oui, donc vous avez eu une recrudescence des demandes. C'est sûr que ça a donné une énorme visibilité à un métier qui n'a pas forcément pignon sur rue, quoi. D'accord. Dans la vidéo, Marie parle aussi de sa difficulté de trouver une tricoteuse. Est-ce qu'il y a des savoir-faire en voie de disparition et si oui, lesquels ? Alors, je propose à Marie de nous appeler, parce que les tricoteurs, on en a encore quelques-uns. D'accord. Voilà. On a la chance en France d'avoir conservé beaucoup de nos savoir-faire. Déjà, ils sont extrêmement variés, de par la variété géographique aussi, parce que c'est lié à des bassins, le bois, la mer, voilà. Donc, ça a donné lieu ensuite à des savoir-faire qui ont émergé sur des territoires. Donc, on en a encore... Ça va. On manque encore, on voudrait recruter encore plus. Rémi, vous disiez que vous n'avez pas pu faire complètement Made in France non plus. Non, il y a effectivement des savoir-faire aujourd'hui qui existent, mais qui ont manqué un tournant vers l'innovation et l'équipement. Pour revenir à ce que vous disiez sur cette histoire de tricoterie, nous, on a la chance de travailler avec une très belle tricoterie en Normandie. Donc il y a encore effectivement des maisons qui sont, et ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure sur l'application de l'État, qui sont soutenues effectivement, qui ont eu des labels comme entreprise du patrimoine vivant, etc. Et ils essayent vraiment d'aider ces petites maisons-là, parce que c'est vraiment des petites maisons, mais qui se battent pour garder ce savoir-faire aujourd'hui en France et qui nous ont vraiment accueillis, nous, petits créateurs, à bras ouverts et qui ont vraiment envie d'aller vers cette innovation-là. C'est vrai que on parle justement de faire perdurer et de mettre en avant des métiers qui se perdent. Et effectivement, si vous êtes une boîte qui trouve la nana qui sait encore faire je sais pas, qui a cette technique pour tricoter, est-ce que justement l'idée serait peut-être pas de la partager avec... Mais ça commence à se faire. Ça commence à se faire. Ah ouais, là, ce genre d'échange. Avant, il y avait le luxe, c'était le secret. Ouais. C'était le mystère et tout ça, ça devrait être un peu... pour moi, c'est l'idée, c'est le petit truc, c'est la recette, quoi. Ouais. Mais après, les prestataires, les ingrédients, pourquoi pas les partager, hein. Si je comprends bien, la solution pour préserver ces savoir-faire, c'est aussi une solidarité dans l'industrie. C'est que les grands groupes qui sont rivaux travaillent ensemble.
Ça, je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, les plus petites structures, oui, je pense qu'il faut. Oui, voilà, exactement. Ce dont on rêve, mais qui arrive pas à pas par toutes ces nouvelles générations, c'est davantage de collaboration, effectivement, entre les marques, les groupes et les fabricants. Ouais. Le partage de notoriété, ça devient une vraie valeur, une belle valeur pour ces jeunes générations. Ils aiment bien quand, justement, une marque met en avant un savoir-faire ou une entreprise. Enfin, c'est quelque chose qui est aussi plébiscité. Donc, ça pourra aider à la transparence. Et alors, comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes dans les ateliers, chez les fabricants? C'est des métiers parfois difficiles, parfois même physiques. Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est pas plus difficile que d'autres métiers. Oui. Il y a un vrai problème de recrutement chez les fabricants dans presque tous les corps de métier. Il y a une véritable envie des premières mains et des anciennes ateliers pour transmettre leur savoir. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des départs à retraite quasiment systématiquement maintenant et qu'il y a des savoir-faire qu'on est encore en train de perdre à nouveau en train de perdre parce que justement la transmission, elle se fait pas ou assez vite. Mais il y a quand même des choses moi je le vois, qui sont en train de se mettre en place vraiment pour surtout éviter ça. Pour conclure, j'aimerais vous poser cette question à tous. Est-ce que la production de proximité peut devenir mainstream? Qui est-ce qui veut commencer? Rémi? C'est un vaste sujet. À titre personnel, je ne crois pas. Parce que, après avoir abordé tous les points d'artisanat, de savoir-faire, de main, de localité, de régionalité, le mot mainstream ne fonctionne pas avec ça. Ça ne peut pas être quelque chose de... on est dans une industrie qui tend à vendre du rêve, on en parlait, quelque chose de beau. Ça ne va pas avec le mainstream. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, nous, en tant que marque, à une façon de permettre aux gens d'accéder à nos produits. Alors, pas forcément dans une temporalité, pas à chaque saison, parce qu'on a des coûts, effectivement, qui sont... sur lesquels on ne peut pas vraiment intervenir. Le travail en France, ou en tout cas en Europe, a un coût, ce qui permet d'avoir des conditions de travail et une certaine sécurité pour les employés. Ça, c'est incompressible. En revanche, dans le temps, on peut trouver peut-être des stratégies pour que le plus grand nombre ait accès à ces produits qui sont plus vertueux et pour faire la boucle, pour revenir à ce qu'on disait sur la nourriture tout à l'heure, c'est la même chose. On a des listes de substances complètement controversées dans la nourriture. Ces substances controversées, elles existent dans le textile aujourd'hui. Et je pense que je crois fermement que ça passera par l'éducation et l'explication auprès des gens. En fait, ça prendra du temps parce que tout changement, tout bouleversement prend du temps. Qui plus dans notre pays, qui est toujours un peu lourd à faire bouger. Oui. Mais on y viendra, je pense. D'accord. Vraiment. Karine? Je pense qu'il y aura dans le côté de la mode au quotidien, il y aura différentes manières de fabriquer, enfin de porter du local. Soit ça sera effectivement de la création, soit ça sera aussi à partir d'upcycling. Et du coup, je pense qu'on arrivera à trouver un peu tous les prix. Moi, j'aime bien l'idée que rareté ne veuille pas dire exclusivité. J'aime bien que la rareté devienne un peu plus accessible, un peu comme ces bons restos. Voilà. On n'est pas obligé d'aller y manger tous les jours, mais au moins, on peut y aller plus souvent. Oui. Ouais, ça revient à ce qu'on disait, acheter un peu moins, mais acheter mieux. Et apprendre à payer mieux, quoi. Exactement. Absolument. Bon, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Et merci Camille de nous avoir apporté ton éclairage. Très intéressant.